Voilà. Alors, bonjour et bienvenue donc pour ce deuxième épisode concernant le regroupement régional. L'objectif de cette deuxième session va être de se concentrer sur la demande de subvention. Et pour cela, on va directement se rendre sur Cascade. Donc, j'ai extrait le dossier on va pas aller dans Cascade, mais j'ai extrait le dossier, on va dire exporter le dossier que vous allez trouver dans Cascade. C'est encore la meilleure façon de comprendre les questions qui vous seront posées. Alors, le dossier que j'ai extrait et qui est toujours dans Cascade, c'est la version 2023. La version qui nous a été d'ailleurs envoyée en 2024, donc c'est toujours d'actualité, puisque finalement, les questions qui sont posées, on va dire que le regroupement régional souffre de peu de réformes et de peu de changements en général d'une année sur l'autre. Donc, il y a de fortes chances que ce soit les mêmes questions. Alors, hop, j'en ai. Voilà. Bonjour et bienvenue. Ah bah, voilà. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue, Merci. bienvenue. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. C'est parti. Alors, donc, il s'agit, vous trouverez donc cette subvention parmi les 3 proposées. Celle-ci, c'est donc la subvention à l'organisation d'une rencontre régionale. Alors, point à point, quelles sont les questions qui vous sont posées? Eh bien, dans un premier temps, on va vous demander de donner un intitulé, un nom à cette rencontre. Alors nous, c'est vrai que quand on avait organisé sur la péninsule ibérique cette première rencontre, et depuis d'ailleurs, on ne l'a jamais appelée rencontre régionale, on l'a toujours appelée rassemblement. Rassemblement Flamme Ibérique. Et ça, vous avez tout à fait la possibilité finalement de donner le nom que vous souhaitez à votre rencontre et dépendamment en fait du type d'événement que vous allez organiser. Ça peut être quelque chose de festif, ça peut être quelque chose de beaucoup plus formel, une simple formation sur plusieurs jours, sur une journée. Ça, c'est vous qui le décidez. Donc en fonction de ça, n'hésitez pas justement aussi à être le plus original possible parce que vous allez également devoir proposer un dossier de présentation comme vous le faites lors d'un appel à projet. Donc, et puis plus finalement ce projet sera original, sera bien présenté, donnera envie, et plus il aura de chance effectivement de plaire, d'être lu et d'être validé. Ensuite, comme je vous ai précisé lors du premier webinaire, il y a une association qui doit donc se montrer responsable face à cette demande de subvention et donc être le coordinateur principal. Et donc cette association, c'est celle qui doit déposer le dossier sur Cascade. Donc indiquer quelle est l'association ou la fédération, enfin l'association en l'occurrence dans ce cas, qui va faire cette demande. Vous devez ensuite lister les autres associations qui vont faire partie de cette rencontre. Si on ne vous le demande pas tout de suite, on reviendra vers vous pour vous demander quelles sont les associations ayant obtenu la marque Flamme et quelles sont les associations n'ayant pas obtenu la marque Flamme. Ça, c'est pas encore arrivé, mais je suis presque persuadé que ça va se passer comme ça. Et ensuite, parce que nous, dans notre cas, il n'y avait pas de marque Flamme quand on a fait la demande. Cependant, on était reconnu ou soutenu, on va dire, Flamme ou pas, dans le sens où on avait déjà obtenu une subvention. Et l'une d'entre nous, ce n'était pas le cas. Elle avait d'ailleurs eu un dossier de subvention refusé. Donc, on reviendra vers vous pour vous le demander. Donc, vous devez en amont vous renseigner sur les associations que vous souhaitez rassembler pour savoir un petit peu quelle est la situation de chacune d'entre elles. Si elles ont déposé des dossiers, si elles ont obtenu une réponse, et puis savoir si éventuellement elles comptent le faire aussi. Parce que sachez que si ce dossier, vous pouvez le déposer dès la fin du mois de janvier, le dossier de demande de subvention, les associations qui n'ont pas fait la demande ont quand même jusqu'au mois de mars
Alors, je n'irai pas jusqu'à la fin du mois de mars. Hein. Là, ce sera un petit peu risqué. Mais en tout cas, on va dire début mars pour déposer le dossier qui, j'insiste, n'est vraiment pas une démarche administrative très, très lourde. C'est vraiment une feuille, enfin, un petit questionnaire à remplir. Par contre, on revient vers vous, là, oui, pour vous demander un dossier, un bilan, on va dire, pour ceux qui sont passés par là, vous savez de quoi je parle. Mais en tout cas, on reviendra vers vous pour vous demander un bilan concernant les activités que vous avez mis en place et le fonctionnement de votre association. Ça, oui. Ensuite, donc il faudra ajouter le nom, ville et pays de ces associations, vous voyez, hors dispositif flamme. Donc, éligible au dispositif flamme, c'est-à-dire marque flamme aujourd'hui, et hors dispositif qui n'ont pas obtenu la marque flamme. Donc, encore une fois, renseignez-vous auprès de ces associations. Vont-elles le faire? Et si elles ont on va dire, si elles souhaitent le faire, qu'elles ne tardent pas trop, en fait. Ça va appuyer, on va dire, la demande et ça va valider le rassemblement. Concernant les moyens humains de l'association. Stéphanie, juste, excuse-moi de te couper. Est-ce que ça voudrait dire que les associations qui ne sont pas porteuses de la marque Flamme ne pourraient pas, du coup, faire partie de ce regroupement? Malheureusement, nous ne le savons pas. D'accord, ok, oui, c'était l'interrogation, d'accord. Okay. Anne avait abordé le sujet lors de la du premier webinaire. Et je te laisse t'exprimer, Anne, là-dessus. Ouais. Je dirais en théorie, oui. Dans la pratique, je pense que nous avons assez d'arguments pour faire plier l'administration sur ce point. Mais en théorie, oui, ils pourraient refuser. Mais voilà, ça fait partie un petit peu des négociations que nous menons petit à petit, du dialogue qu'on mène avec eux. Je pense qu'ils vont faire preuve d'une certaine souplesse. Mais il va falloir bien argumenter, par contre. Okay. Ça, je pense que de toute façon, donc nous faisons ces deux webinaires, mais qu'ensuite, quand il y aura des regroupements qui voudront se mettre en place, on continuera l'accompagnement et on continuera à dialoguer entre nous pour peut-être aussi parler d'une même voix. Mais merci beaucoup. Merci. Anya ici de Göteborg. Est-ce qu'ils privilégient aussi les partenariats, par exemple, si on voulait inclure des alliances françaises? Non. Ou pas? Non. Alors, c'est pas avantageux en fait. Non, absolument pas. D'accord. C'est-à-dire que vous pourriez organiser un événement dans lequel vous invitez des partenaires, mais ils ne seraient pas à inclure dans ce dossier en tant que participants à la formation ou au regroupement. Ok, d'accord. Donc, les associations qui sont officiellement partie prenante au regroupement, leurs frais de voyage, par exemple, sont pris ou de séjour sont pris en charge par la suite. Ils ne prendront pas en charge les frais de voyage d'une alliance française. Ok. Ce n'est pas une association flamme, une alliance française. Par contre, là où ce qui fait moins de doute, c'est que l'association qui va porter le projet a tout intérêt à avoir la marque flamme. Oui, nous on l'a, donc pas de souci. Ouais. D'accord, ok. Par contre, c'est une condition sine qua non. De toute Exactement. façon, ce n'est pas possible autrement. Mais je pense que dans tous les regroupements, il y aura toujours au moins une marque flamme. Voilà, exactement. On va dire que le débat reste ouvert pour les participants. Pour celui qui dépose le dossier, la marque flamme, effectivement, ça, on avait été prévenu dans les délais impartis. On sait que les demandes de dossiers et des demandes de subventions à partir de 2025, c'est effectivement lié à cette marque flamme. Mais en même temps, ça pourrait encourager les associations qui n'ont pas la marque flamme de le devenir après une réunion ou un rassemblement justement des associations. C'est un argument de plus. Des arguments à mettre en avant. Effectivement. Nous, on a une association, il y a une association à Uppsala, par exemple, au nord de Stockholm, qui n'a pas eu la marque flamme parce qu'elle ne rentre pas dans les critères de fréquence. Par exemple, ils font des regroupements, une fois par mois. Mais ça pourrait être encourageant pour eux de venir participer à un sorte de rassemblement des pays nordiques ou des pays, des associations suédoises. Tout à fait, exactement. Donc, ça contribue finalement à ce processus de pédagogie auprès des associations et c'est tout à fait juste, en effet. Alors, donc, concernant les moyens humains de l'association, on va vous demander nombre de salariés. Bon, en général,
on va dire qu'il n'y en a pas forcément, le nombre de bénévoles et le nombre de prestataires. Donc, le nombre de bénévoles, c'est d'abord tous les participants à cette rencontre. Bureau, enseignants, etc. Parce que les profs ne vont pas être rémunérés pour participer à ce rassemblement. Hein. C'est un acte bénévole de participer à cette formation. Ça, toutes les associations doivent être au clair là-dessus. Les enseignants ne seront pas rémunérés comme on pourrait l'être dans le contexte professionnel. Là, ce n'est pas le cas. C'est une formation et ce temps est du bénévolat. Donc, vous devez compter tous les participants à ce regroupement ou au temps de formation. Les nombres de prestataires, c'est le nombre de factures ou de services que vous allez solliciter. Et on reverra un peu plus en avant, je dirais, cette partie, puisque finalement, l'Excel pour le budget est le même que pour l'appel à projet. On continue. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet et là, on est sur la présentation du projet. Vous devez donc décrire le projet de cette rencontre. Quel est l'objectif que vous poursuivez? Comment présenter ce projet? Là, c'est un résumé. En gros, c'est un descriptif long, pourquoi pas, parce qu'il n'y a pas de limite de caractère. Un descriptif long de quelle est votre vision de cette rencontre. Puis ensuite, on vous demandera les besoins identifiés. Et là, on revient sur justement ce que je précisais lors de cette première rencontre, parce que vous aurez au préalable sollicité les associations partenaires et participantes pour savoir un petit peu quels sont les besoins détectés chez eux, quelles sont les carences en termes de formation. Et on va dire que cette rencontre sera basée sur ce constat. Ça ne peut pas être l'affaire d'un homme ou d'une femme qui se dit « Tiens, je réunis tout le monde et puis on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et puis, je l'ai pensé tout seul dans mon coin et ça va passer. » Si vous êtes sur cette logique d'organiser une première rencontre dans le but de faire connaissance et de se rencontrer, j'insiste, c'est tout à fait valable, mais vous le précisez. Les besoins détectés, eh bien, les associations en Europe ou dans cette région sont isolées. Jusqu'à maintenant, elles n'avaient que comme seul soutien la Fédération Flamande. On souhaite apporter un soutien en plus qui est celui du regroupement régional en présentiel qui va appuyer et soutenir le travail de la fédération, etc., etc., etc. Bon, c'est un exemple. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Ok, donc l'idée, c'est effectivement là-dessus de montrer en tout cas que ces besoins identifiés, ils sont partagés et que là, vous êtes dans le consensus. Mais de toute façon, je vois que vous prenez des notes. Si vous voulez, je vous partage. Ou alors, bon, sur l'espace Flamme, ça m'a l'air d'être compliqué, mais je peux vous partager ce document. De toute façon, je l'ai transformé en PDF, donc il n'y a pas de souci pour vous le partager. Ensuite, quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre? Donc, ça va dépendre des besoins identifiés. Encore une fois, on peut être sur la logique de besoins pédagogiques, on peut être sur la logique d'administratif, on peut être sur la logique de rompre l'isolement, de partage de pratiques, de partage d'expériences, et donc finalement de pouvoir ensemble arriver à un objectif commun. Ok ? Et là, vous devez effectivement le préciser. Je suis vraiment désolée, ça sonne à la porte, je crois que c'est parce que mon frigo a lâché hier soir et qu'ils viennent le chercher. Je me mets en pause 2 secondes. Les aléas de la vie quotidienne. Ouais. Mais ce modèle PDF, on peut le downloader nous-mêmes de Cascade. Oui, de toute façon. Mais de toute façon, je dirais pour le modèle, attendons la nouvelle mouture, hein, c'est pas encore sorti. Bon, il n'y aura sûrement pas énormément de changements, si ce n'est que peut-être oui, marque flamme, etc. Mais voilà, comme disait Stéphanie tout à l'heure, il n'y aura sûrement pas beaucoup de changements par rapport aux années précédentes. À moins que l'administration nous ait réservé à nouveau de surprises, on ne sait jamais. En effet.
Alors, donc par rapport aux objectifs, voilà. Ensuite, vous devez préciser une date de début et date de fin. Alors là, je vous partage une expérience directe. Concernant la date de début et de fin, nous, lors du rassemblement ibérique, on avait pensé, au bout de la 3e année, que peut-être il était possible d'imaginer que cette effervescence, cette énergie pouvait, on va dire, se distribuer sur plusieurs mois de l'année. Donc, on avait proposé éventuellement, à partir du rassemblement, de se retrouver 3-4 jours et puis d'éparpiller des actions sur 6 mois. Sachez que ça a été refusé. Nous, on nous a demandé, à notre tort, nous n'avons pas essayé d'aller plus loin en essayant d'avoir des justifications, etc. On a simplement accepté, on va dire que dans la logique de l'administration, ce regroupement, c'est un événement sur un instant T, on va dire, qui ne va pas au-delà de ce qui est vraiment cette rencontre en présentiel ou en ligne. Et encore en ligne, j'ai des doutes. Si vous souhaitez organiser un rassemblement en ligne, j'ai vraiment des doutes sur la possibilité que cela puisse se faire lorsqu'il s'agit du rassemblement en tout cas d'un petit nombre d'associations. Donc voilà, nous, on avait réussi à valider ce projet, on va dire du 1 au 6 septembre, et au-delà, ça avait été refusé. Voilà, simplement pour l'expérience. Après, personne nous a dit votre dossier est refusé et puis on n'en parle plus. Non, encore une fois, on a toujours la possibilité, on a toujours un bon interlocuteur, on va dire, qui là-dessus nous accompagne. Sachez aussi que contrairement à un appel à projet ou contrairement à l'accompagnement, là, notre interlocuteur était directement Paris concernant le regroupement et qu'ils savent répondre efficacement à nos questions et dans des temps records en plus. Et donc, il y avait la possibilité de reprendre le projet et de le réadapter en fonction des retours et des réponses que nous obtenions de Paris. Donc, ça, c'est pour la période. Pour si jamais il y en a qui sont tentés éventuellement de partir sur la logique justement de créer un regroupement sur la durée. Alors, mon interprétation là-dessus était qu'il ne souhaitait pas peut-être que cette subvention prenne la forme d'une sorte de fédération fantôme, dans le sens où finalement ça s'étale dans le temps et ça fait le rôle d'une fédération alors qu'il n'y a rien de formel derrière. Et d'ailleurs, je me souviens bien qu'à l'époque, ils nous avaient répondu créer une fédération. Et comme nous, ce n'était pas notre objectif et qu'on souhaitait vraiment rester sur quelque chose d'informel, d'une rencontre par an, eh bien, on avait accepté de vraiment travailler sur la logique de l'événement et de nous voir sur ce temps de formation et 3-4 jours, quoi. Donc, Annie, oui. j'ai une question par rapport justement à la détermination de la date ou des dates pour trouver le moment propice justement dans l'année. Donc, juste notre situation à nous, le semestre, on fonctionne sur 2 semestres. Le semestre d'automne est assez chargé. Et donc, si on voulait placer un regroupement à un semestre de printemps, donc disons en janvier, de janvier à mai, est-ce qu'on peut faire une demande de subvention de regroupement régional en 2025 pour faire un événement en 2026, par exemple? Encore une fois, ça reste la même logique que les autres dossiers de subvention. Si tout est booké et facturé avant le 31 décembre, oui. Tout est booké, tout est facturé avant le 31 décembre, oui, d'accord. Parce que de toute façon, on ne reçoit pas la subvention avant juillet, fin juin ou juillet, et donc on ne peut pas vraiment, même si on dépose le dossier en mars, avril 2025, on ne peut pas vraiment organiser une rencontre. Non. Et alors ça, je vais vous dire, ça c'est quelque chose à prendre en considération qui est très important. Donc d'abord, quand se regrouper, c'est comme tout dans la vie, il n'y a jamais de date idéale.
Il y a toujours quelqu'un qui sera gêné par la date. Donc, ça, c'est compliqué. Nous, on a choisi septembre et j'avoue que ça en arrange certains, c'est compliqué pour d'autres. En général, c'est toujours compliqué pour moi et ça arrange les autres parce que les autres commencent en octobre. Moi, je commence en septembre et pour moi, c'est toujours très compliqué parce qu'en plus, il y a les événements associatifs à Madrid à la même date. On a la rentrée l'effervescence et le bouillonnement de la rentrée en même temps et c'est très compliqué pour le porteur de ce projet, on va dire, de trouver la bonne date. Ça, c'est une évidence. Et ensuite, il y a aussi ce que tu mentionnais par rapport à l'arrivée du montant sur le compte. Juillet, c'est un enfer. Juillet, août, il n'y a plus personne. Et organiser cet événement, notamment pour septembre, etc., c'est vraiment très, très difficile de le faire à la rentrée, sachant qu'il va falloir effectivement prendre sur son temps de vacances pour pouvoir l'organiser si c'est fait en septembre. Mais nous, c'est ce qui nous va le mieux parce qu'en fait, on a décidé de prendre cet événement comme un moteur, un espèce de démarrage en force pour l'année scolaire. Mais après, effectivement, si vous êtes opérationnel, on va dire sur des dates de janvier à mai, sur un fonctionnement de semestre, eh bien, ça veut dire qu'il faudrait avoir, et c'est pas impossible d'ailleurs, hein, tout réservé, payé, etc., avant le 31. Il n'y a que 2-3 petits détails qui me semblent compliqués, c'est sur la présentation des factures par les autres associations. C'est-à-dire, s'il y a des restaurants, s'il y a des frais annexes ou des choses comme ça, qui ne se feront que pendant le rassemblement, ça me semble compliqué. Et là, ça veut dire... On a jusqu'à juin de l'année suivante, on a 6 mois après la fin de l'année, de toute façon, pour reporter les factures. En tout cas, c'est ça pour les... Ouais, ouais. Exactement, ouais, jusqu'en juin 2026, du coup. Oui, mais la question, c'est est-ce que des factures qui seront établies et payées début 2026 seront acceptées? C'est accepté pour l'aide au démarrage, en tout cas. Enfin, qu'on redemande, je me note la question. Là, il faut vraiment être en contact, en étroite relation avec l'administration pour valider chaque... Alors, encore une fois, il y a une certaine flexibilité concernant le rassemblement, mais il faut vraiment poser la question à l'administration sur ce sujet. Et d'ailleurs, comme il y aura les webinaires qui vont être organisés justement sur les subventions, c'est vraiment l'occasion d'y participer et de demander, parce que ça, c'est un sujet important et crucial concernant les dépenses occasionnées par les autres associations. Parce que finalement, les transports, les logements, les gros frais et également les formations, tout ça peuvent être acquittés, on va dire, dans les temps. C'est le reste, en fait. C'est la gestion de la vie quotidienne. Les repas, etc., où ça me semble difficile, on va dire. Donc, je me suis noté de poser la question et de partager la réponse. Très bien, merci. Alors, le lieu envisagé, parlons-en justement. Eh bien, concernant le lieu, nous, on a essayé, pareil, hein, plusieurs modalités. La première année, on a voulu créer de l'impact parce qu'on n'était absolument pas connus. Je dirais même plus qu'on nous regardait d'ailleurs un petit peu de côté ou de haut. Et donc, on a voulu vraiment créer cet effet et on a choisi le lycée français. Le lycée français de Barcelone. Et c'est justement ce qui nous a permis d'abord d'attirer tous les élus et puis, je dirais, de vraiment... réussir à faire une communication avec beaucoup de visibilité parce que le lycée français nous a beaucoup appuyé en ce sens. Après, hier n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, le Flamme, c'est autre chose. Après la rencontre mondiale, on va dire qu'on est dans une autre logique et une autre dynamique. Vous pouvez tout à fait l'organiser dans votre lieu habituel de votre lieu habituel où vous avez les ateliers flammes, etc. Si votre lieu d'accueil, en tout cas, est d'accord. Simplement, je recommande que si jamais vous organisez une réunion institutionnelle,
dont je vous ai parlé la dernière fois, qu'elle se fasse dans un lieu institutionnel. Et vous avez le droit, ce sont les maisons de France, donc vous avez tout à fait la légitimité pour demander la possibilité d'organiser une réunion, que ce soit à l'Institut français, au consulat, à l'ambassade, ou autre, on va dire, autre lieu, ou un lycée français d'ailleurs, ou autre lieu que vous avez comme ça autour de votre association. Et dans cette réunion institutionnelle, j'insiste, l'objectif, c'est d'inviter votre poste, les interlocuteurs de votre poste diplomatique et de permettre aux autres associations, parce que ce projet-là, vous le faites avant tout pour les autres aussi, c'est-à-dire c'est vraiment un élan, j'insiste, collectif, de permettre aux autres associations de créer du lien avec ce poste diplomatique, avec les élus locaux, avec l'équipe France, ce qu'ils appellent l'équipe France, dont en théorie nous faisons partie, et qui vous permet de créer du lien et d'échanger de manière fluide et décontractée, pourquoi pas. Alors, que fait-on pendant cette réunion ? Si vous souhaitez, après, vous me reposez la question, si ça vous intéresse, de ce qui est présenté dans une réunion institutionnelle. Je continue sur le dossier de subvention. Ensuite, vous devez indiquer le programme. Une question, Stéphanie, excuse-moi, je me permets. Est-ce que, donc, si on regarde d'une autre perspective, si on veut organiser une réunion qui n'est pas institutionnelle, mais plutôt de formation et de rencontres, etc., est-ce qu'on peut le faire aussi dans un lieu plus commercial, par exemple un centre de conférence, un hôtel avec des facilités de conférence, etc. Oui, tout à fait. Okay. Ça dépend après de on va dire de la taille ou de l'importance que vous voulez donner à cet événement. Mais en effet, vous pouvez louer un espace de coworking, louer une salle de réunion. Tout ceci est pris en charge, effectivement, y compris pris en charge dans la subvention. Ok. Tout à fait. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que nous, encore une fois, sur l'année 2, 3 et 4, nous avons loué une maison où tout le monde était réuni et on utilisait le salon comme lieu de formation et de réunion. Donc, c'est tout à fait possible, en plus de joindre les deux, c'est-à-dire logement et espace, parce que nous, notre objectif, c'était de réduire le temps de transport et d'être efficace, en fait, parce qu'on avait pas mal de contenu et donc il fallait que tout le monde... disons qu'on cochait plusieurs cases. Il y avait l'aspect convivial, parce que finalement, on vivait ensemble. Il y avait l'aspect pratique, parce qu'il n'y avait pas besoin de se déplacer, tout était sur place, on mangeait sur place, etc. etc. Et puis, on avait plusieurs salles et plusieurs espaces pour les micro-formations, pour les temps de brainstorming et de travail en sous-groupe. Donc tout ça, c'était plutôt pas mal. On a trouvé ça efficace, on va dire. Alors, je continue. Donc ensuite, indiquer le programme prévisionnel détaillé. Donc là, heure après heure, donc il faut effectivement que tout soit précisé. Et là, là-dessus, ils sont pointilleux. Donc, que ce soit du temps d'accueil jusqu'au moment de la clôture de cette rencontre, il faut que tout soit précisé. Même d'ailleurs les temps conviviaux qui sont quelque part des temps importants qui doit être pris en considération. Je continue. Quelles sont les actions de communication que vous avez prévues ? Alors, les actions de communication prévues sur des temps comme ça, c'est d'abord un communiqué que vous pouvez relayer à la presse, sur les réseaux sociaux. Il doit des courriers d'invitation qui vont être envoyés, des demandes de relais d'informations qui vont être envoyées à l'Institut français, à vos interlocuteurs institutionnels pour qu'ils puissent relayer l'information. C'est-à-dire que peut-être éventuellement qu'il y a une association que vous n'aviez pas détectée qui peut-être peuvent se rapprocher de vous ou des parents qui vont apprendre à vous connaître ou en tout cas, l'idée, c'est de savoir qu'il est important
que votre public et votre écosystème sachent que ça se fait. C'est-à-dire que ce n'est pas un entre-soi, hein. Vous devez déborder l'information des associations, c'est-à-dire aller jusqu'aux familles et faire en sorte que ce soit vraiment un événement avec une communication conséquente. Donc, n'hésitez pas à relayer cette information au petit journal si vous l'avez dans votre région. Et puis, tous les médias qui peuvent éventuellement être intéressés par cet événement. Les blogs des Français A, il y en a toujours. Voilà, donc relayez cette information au maximum. Donc là, vous devez quelque part détailler votre stratégie de communication pour le placer dans votre dossier. Il ne me semble pas forcément utile de créer un support web ou ce genre de choses pour un événement comme celui-ci. Vraiment, nous ça nous a... c'est comme ça qu'on a commencé nos réseaux sociaux. On a créé donc l'Instagram, LinkedIn et puis le Facebook, et c'était suffisant, on va dire, pour relayer l'information. Voilà. Et puis en plus, on a maintenu depuis ces réseaux sociaux, donc on se contente en fait d'avoir ces 3 réseaux-là, et notamment parce que ça n'engendre pas de frais quand il n'y a plus de subventions. Et donc ça aussi, c'est important. Ensuite, indiquez les profils des intervenants auxquels vous pensez pour cet événement. Donc, le nombre d'intervenants, quelle est leur fonction, et les formations. Vous devez obtenir évidemment les devis concernant ces formateurs. Les formateurs peuvent être également les propres intervenants, enfin les propres associations qui participent. C'est tout à fait possible. Donc ici, il faut un petit peu narrer cette situation et partager donc ces infos. Ensuite, quelles sont les modalités d'évaluation prévues? Donc ça, c'est ce que je présentais lors du premier épisode. Vous devez avoir une évaluation avant, pendant et après. Évaluation avant, c'est le sondage, en gros, pour détecter les besoins. Quel est l'état des associations? Pendant toutes les formations et les rencontres qui vont être mises en place ou proposées doivent être évaluées. Après, vous devez demander aux associations de fournir un bilan qualitatif concernant la rencontre, les points d'amélioration éventuellement, et comment ils comptent utiliser cette information ou les temps de formation à l'avenir, ou pour mieux structurer, mieux appréhender l'année, évoluer, on va dire, en tant qu'association Flamme. Voilà. Au niveau du financement, c'est exactement le même principe, c'est le même Excel que celui qui est présenté. Vous devez... Alors, tous les frais, là, c'est une subvention à 100%. Toutes les formations sont acceptables, et je vais vous dire principalement celles qui ne le sont pas, ça ira beaucoup plus vite, parce que j'avoue que tout ce qui est à caractère pédagogique et qui est utile pour la croissance et l'évolution des associations est facilement acceptable. Et je me permets d'interrompre. L'évaluation pendant, qu'est-ce que ça prend en compte exactement? J'étais en train de prendre des notes. C'est lorsque par exemple, s'il y a un regroupement sur 3 jours, il y a plusieurs formations. Ouais. Pendant, c'est à chaque fin de formation. Okay. Par exemple, on se retrouve du lundi au mercredi, la formation qui est le lundi, hop, tout de suite, on a un retour. La formation qui est le mardi, la même chose. Et ça peut être tout simplement parce qu'on décide... Alors nous, ce qu'on avait fait lors du de la 5e rencontre, c'était que chaque association, finalement, présentait un compte rendu. Ok, ouais. Voilà. Et ensuite, ce que j'avais expliqué, c'est que j'avais créé des codes QR qui permettaient à chaque association de se connecter et d'aller préciser, finalement, de donner une note à cette formation, de faire un retour, de savoir si éventuellement elle était adaptée à ses besoins et comment elle allait être utilisée. Voilà. Okay. C'est plus important. Et donc, dans l'après, c'est le grand bilan.
Oui. Ouais, ok, parfait. Donc, concernant les formations, c'est tout ce qui va être on va dire, tout ce qui va être sensible, tout ce qui va ressembler aux formations qu'on pourrait retrouver dans le domaine professionnel. Et ça, la limite, elle est des fois un petit peu, je dirais, un petit peu subtile. Par exemple, tout ce qui va être formation en leadership, tout ce qui va être formation autour de la gestion des équipes, tout ce qui va être, voilà, tout ce qu'on pourrait retrouver dans le domaine professionnel a peu de chances de passer et votre dossier sera éventuellement questionné ou retoqué sur ces sujets-là. Ce Excuse-moi, qui passe, Stéphanie. oui, Excuse-moi. Je ne sais pas si j'avais manqué le début du premier webinaire, donc je m'excuse si tu l'avais déjà dit. Mais moi, j'avais compris que le sens aussi de ces regroupements, c'était le partage d'expériences. Et là, quand tu parles de formation, en fait, je ne comprends pas si on doit nécessairement introduire un volet formation ou si, dans le cadre d'une première rencontre, comme on disait, où les structures se connaissent peu et ça a plus de sens. Enfin, en tout cas, ça a beaucoup de sens de bien se connaître avant peut-être de rentrer dans une formation. Est-ce que c'est recevable, une rencontre, ou c'est juste un moment de partage d'expérience et à ce moment-là, comme tu disais, les formateurs sont les participants parce qu'on partage notre expérience. alors tout à fait. Alors ce que je partageais justement notre propre expérience sur la péninsule ibérique, et ce que je disais, c'est que la première année, nous n'avons pas fait appel à des formateurs. L'objectif était que chaque association prenne le temps de se présenter. Et alors, on va dire que le format était le suivant. Chaque association devait se présenter avec son équipe présente sur place, donc souvent les profs, et présenter un outil qui était utilisé en classe flamme. Ça, c'est ce qu'on a fait la première année. Mais c'est vrai que je présente toutes les possibilités. La deuxième année, on a fait appel à Adrien Payet. La troisième année, on a fait venir un formateur en Aramus. La quatrième année, etc. Donc après, ça évolue. Mais vous avez la possibilité de faire appel à un formateur, oui ou non. Mais encore une fois, cette décision ne sera prise qu'après avoir consulté les autres associations. Et échanger sur les problématiques détectées par chacune, par les équipes pédagogiques et par les équipes administratives. Donc ça, cette décision, encore une fois, on ne peut pas la prendre tout seul. Il faut vraiment en discuter avec les autres et être en accord justement sur ces possibilités. Les autres vont peut-être dire « Ah non, on est d'accord, on préfère effectivement… partir sur la base d'une présentation, etc. » Et puis d'autres, éventuellement, on peut détecter que finalement, je me souviens très bien, lors de la rencontre mondiale, lors de l'atelier numéro 4, une des personnes disait qu'il y avait très très peu de formations existantes justement pour les jeunes profs qui arrivent. Ça peut être l'occasion de faire venir un formateur pour justement ces jeunes professeurs. C'est un exemple. C'est-à-dire que on peut organiser un événement seulement pour apprendre à se connaître. Si jamais les associations se connaissent, on peut intégrer un formateur et les deux sont aussi possibles. Finalement, vous avez la flexibilité de l'organiser selon vos besoins. Ok ? Super. Alors, voilà, donc sur les formations, on parle surtout de formation à caractère pédagogique. Donc, c'est sur la lecture, sur les alphas, etc. À caractère pédagogique, ça passe à 100%. C'est garanti. Le reste, on vous demandera toujours, finalement, quelle est l'utilité. On essaiera un petit peu d'avoir plus de détails sur vos demandes, etc. Si c'est sur l'utilisation d'un outil, ou etc., là, pour eux, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils veulent s'assurer qu'on soit bien sur une logique de formation des enseignants, de partage et de pratique pédagogique. Et c'est avant tout pour ça que sont pensés ces regroupements. C'est pour l'amélioration et le développement de nos pratiques auprès du public, en fait, finalement. Ouais. Je peux juste ajouter
réflexion. C'est effectivement ce qui prévalait jusqu'à présent. Mais je me demande maintenant, justement, ils ont quand même vu à la rencontre flamande que c'était pour ainsi dire que des responsables associatifs. Je pense que du côté de l'administration, ils se sont un petit peu plus rendus compte de ce volet qu'ils ne connaissaient pas, puisque la EFE, évidemment, c'est de la pédagogie, c'est de l'enseignement, etc. Et je me dis que c'est pour ça que ça va être important que si des regroupements se forment, on reste tous en contact. Et donc, c'est certain qu'il y a des concertations au sein de notre propre regroupement, mais entre nous aussi. Et que si on est plusieurs à demander un autre type de formation, par exemple, quelqu'un, justement, un responsable associatif m'a mis la puce à l'oreille récemment en disant au sein de notre équipe du bureau, là, il commence à y avoir des tensions, ça commence un peu à se craqueler, etc. Est-ce que ce serait possible d'avoir est-ce que tu connais des idées pour une médiation, etc. Par exemple, ça pourrait être quelque chose que moi, je verrais très bien dans le cadre d'un regroupement et on pourrait très bien, on a assez d'arguments maintenant par rapport à l'administration pour leur dire, mais si vous voulez que l'enseignement fonctionne, la pédagogie fonctionne, il faut que derrière, il y ait des équipes de responsables, de gérants qui fonctionnent aussi. Donc voilà, je pense que on ne va pas se censurer sur ce côté-là, même si ce que tu dis, Stéphanie, est tout à fait juste. Et peut-être qu'on peut introduire une nouvelle facette un petit peu dans les objectifs de ces regroupements. Oui, mais dans ce cas, il faudrait effectivement qu'il y ait une précision. Parce que nous, c'est exactement ce qu'on avait demandé. C'était comme on rencontrait, je dirais que au cours de notre évolution, les grandes difficultés que nous partageons entre associations, c'était les difficultés de recrutement, les difficultés à garder des équipes soudées, enfin, éviter le turnover en fait. Et c'était le bénévolat. On avait décidé de prendre une formatrice qui était coach en plus sur tous ces domaines-là et ça a été refusé. Donc c'est pour ça que justement, malheureusement, j'apportais cette précision et ce serait vraiment bien heureux, on va dire, qu'il y ait cette évolution parce que les besoins, je dirais, en termes d'accompagnement des responsables associatifs sont énormes et jusqu'à maintenant, on peut considérer. Je crois qu'on ne les voyait pas, ils étaient un peu invisibles quand même. Et là, aujourd'hui, c'est tout à fait juste à la rencontre mondiale. On a fait valoir un peu aussi ce besoin et l'existence de cette carence. Et il faudrait que ça se sache et qu'on puisse le demander. Donc, ayez toujours des plans B dans ce cas. N'hésitons pas éventuellement à faire une demande en ce sens si besoin. Mais je pense que majoritairement, dans le cadre d'une première rencontre, peut-être que, comme le disait Chloé, l'objectif, effectivement, est plus basé sur la connaissance des uns et des autres, le réseautage et affiner ces liens et rencontrer des points communs entre associations pour élaborer ensemble des projets et pour structurer un peu l'avenir entre associations d'une même région. Est-ce que, donc Chloé, tu es en Suisse, si je ne me trompe pas. Alors, à quoi vous pensez du côté de la Suisse, du coup? Parce qu'il y avait quelque chose qui se faisait. Alors, il y a aussi Bâle qui est représenté, là, avec Voilà. Isabelle. Nous, je peux juste partager qu'on est très motivés par un regroupement et qu'on a prévu un échange en janvier qu'on a presque réussi à agender, non, Isabelle, je crois que c'est ça. Oui, on y arrive, on y arrive. On n'a juste pas encore confirmé, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, on a fait circuler un deuxième sondage WhatsApp là, pour fixer une date. Et puis, donc, on est à la phase un peu analyse des besoins dans le cadre de fixer ce rendez-vous pour après partager entre responsables associatifs ou... Et vous êtes combien d'associations? On est 4. 4. Oui. Donc, Suisse. Mhm. Et il n'y a pas la possibilité d'aller au-delà, de regarder éventuellement. Si, il y a un projet aussi, mais c'est vrai que pour le moment, on attendait justement que ces webinaires se terminent. On a un groupe WhatsApp, en fait, toute la zone germanophone, Allemagne, Autriche, Suisse. Okay. Voilà, pour le moment, ce n'est pas encore défini. On attend cette phase de... La logique, c'est peut-être déjà de commencer que les Suisses se connaissent, que les Allemands se connaissent.
En Allemagne, c'est pareil, il y a une dizaine d'associations qui ne se connaissent pas, donc peut-être que la première année serait peut-être mieux un regroupement uniquement, un regroupement Allemagne, un regroupement Suisse. L'Autriche, évidemment, ils sont un peu tout seuls, je crois. Peut-être qu'ils iront aux deux. Non, mais ils viendront chez nous à Budapest. Voilà. Ah ouais, historique. Et en fait, il faudra qu'une fois que, voilà, que ces webinaires, il faudra qu'on en discute ensemble, puisqu'on a un groupe WhatsApp commun. Très Est-ce bien. que c'est possible, ça peut-être me permet de rebondir, est-ce que en tant qu'association, on aurait la possibilité la même année, enfin si par exemple il y a une demande de fonds qui est déposée par DAR et puis après par Suisse, et qu'on est dans les deux, est-ce que ça pose un problème? Est-ce qu'on doit se coordonner entre sous-groupes ou est-ce qu'on peut imaginer? Non, si vous êtes invité, il n'y a aucun problème. Là, vous ne pouvez pas présenter 2 dossiers pour organiser 2 regroupements. Mais si vous êtes invité dans l'un ou dans l'autre, non, là-dessus, il n'y a aucun problème. Puisque de toute façon, cette rencontre aura lieu, que vous y soyez ou pas, et elle bénéficiera aussi à d'autres. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Ensuite, je voulais savoir un petit peu donc, quelles ont été les premières étapes mises en place. Donc vous avez dit le groupe WhatsApp avec un petit sondage, mais... Non, juste le groupe WhatsApp pour le moment, et puis on attendait à la fin des webinaires pour lancer des sondages justement, voir un petit peu comment ça pourrait se présenter. Et concernant le groupe en Suisse? En fait, c'est la même chose. Hein. Et alors il y a... Ouais. Je te laisse, parle seulement, je te laisse. Il y a des échanges en bilatéral en fait qui se sont mis en place. En tout cas, la volonté a été partagée lors de la rencontre à Paris. Et après, il y a eu voilà, des échanges. Et puis, on a ramené ça après dans le groupe, la création de ce groupe WhatsApp pour te dire voilà, que ce serait bien. Quoi. Ok, très bien. Et Anya, de ton côté? De notre côté, alors oui, il y a une envie, en effet, de se retrouver suite à la rencontre mondiale où on s'était justement trouvés pour la première fois. Et surtout parce qu'en fait, on est 3 nouvelles associations, on va dire, qui avons 2 ans ou moins d'existence. Il y a Stavanger en Norvège, Malmö en Suède et puis nous-mêmes à Göteborg qui sont vraiment les 3 nouvelles associations et on sent le besoin de se soutenir justement. Il y a des associations déjà bien établies à Stockholm, qui ont peut-être moins ce besoin, mais qui ont quand même envie de partager. Donc, en effet, Pauline de l'école missionnaire, par exemple. Mais nous, notre challenge, c'est surtout de trouver le temps, de l'organiser, de trouver quelqu'un qui sera responsable pour poser le dossier, faire la coordination, etc., etc. Et je pense que tout le monde attendait aussi de pouvoir participer ou en tout cas réécouter le replay des formations pour voir un petit peu en quoi ça consiste au niveau du travail et les choses à mettre en place. Je vois ça, c'est un petit peu difficile aussi parce qu'on est assez différentes au niveau des structures et du fonctionnement et des objectifs des différentes flammes. Donc il faut, comme tu dis, faire vraiment un état des lieux en fait, des besoins et de ce qu'on veut vraiment essayer de voilà, quel est l'objectif pour la rencontre, pour que ça apporte quelque chose à tous, en fait, même si on a des besoins différents. Ouais. Mais je sais qu'il y a une envie de se retrouver, oui. Mais en soi, même si effectivement les besoins sont différents, ne serait-ce que de créer un réseau solidaire et qui s'accompagne, en fait, c'est déjà une belle réussite en soi. Hein. Oui, alors on a un réseau, on a un groupe WhatsApp des responsables flammes scandinaves, et puis on échange assez régulièrement comme ça sur nos problèmes un peu plus dans le contexte de nos pays. Mais comme c'est tout est à mettre en place, tu vois ce que je veux dire? C'est tout à faire pour la première fois, donc c'est ça qui prend plus de temps. C'est comme la première fois qu'on a fait une demande de subvention d'aide au démarrage, ça nous a pris énormément de temps et énormément d'efforts et ça sera pareil pour cette première rencontre aussi et après une fois qu'on l'a fait, on sait à quoi s'attendre, on sait comment ça se passe, ça sera beaucoup plus simple. Donc je pense que c'est vraiment de prendre cette première, de faire ça pour la première fois qui sera difficile.
Tout à fait. Après, un effet collatéral a été aussi au-delà de... Parce que c'est vrai que nous, à la base, notre premier groupe WhatsApp, c'était aussi entre responsables associatifs. Et de mettre les enseignants et toute l'équipe dans la boucle a eu un effet très, très positif. Parce que finalement, moi, j'avais beaucoup de mal au quotidien à faire comprendre, et encore aujourd'hui à échelle flamande, à faire comprendre qu'au-delà de ce que nous faisons, il y a un monde en fait, tout un océan d'associations, des formations, toute une vie finalement au-delà de nous qui fait fonctionner cette machine flamme. Ce qui m'a rendu la vie beaucoup plus facile au moment d'intégrer des projets, qui a permis aux enseignants aussi de comprendre la logique il existe un espace flamme dans lequel tu peux aller prendre des ressources, etc. Et j'avais pas tout le temps besoin d'être derrière tout le monde pour les inciter à participer, et etc., etc. Donc, et puis ça a eu un effet fédérateur. Pareil pour les parents. Ils ont pris conscience que, ah oui, donc c'est pas juste une petite association locale, c'est un truc bien plus important en fait. Et c'est aussi pour ça que je le précisais dans le premier épisode, j'avais invité des familles à participer à la première rencontre. Ah ouais. Et à la deuxième d'ailleurs. Les familles engagées comme ça, qui éventuellement étaient en capacité de transmettre tout ça aux autres. Je les ai invités notamment à la réunion institutionnelle pour qu'ils soient conscients de la réalité, de comment on doit défendre nos projets, comment on doit parler de nous, comment on doit se justifier, etc. Et alors après, je ne sais pas si cette partie de la réunion institutionnelle vous intéresse, mais si jamais vous souhaitez en organiser une, la façon dont nous le faisons, c'est qu'en fait, les 4 premières années, chaque association a été chargée de dresser un bilan de son évolution. Par exemple, au Portugal, nous faisons partie, du coup, l'ambassade a eu l'idée de nous intégrer dans ce qu'ils appellent un plan école. Et donc, tous les ans, on doit y participer et on précise le nombre de participants flammes, les âges, les projets qui sont en cours, le nombre d'enseignants, enfin un peu ce résumé que finalement on fait à la FFE, on le fait en direct via un PowerPoint qui est présenté devant les élus, devant l'administration, etc. etc. Important, qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, vous devez, de manière indispensable, il est très important d'inviter Paris. Vous devez inviter la directrice de l'AEFE. Ensuite, il lui correspond d'orienter cette invitation vers son correspondant du poste diplomatique, etc. C'est au choix de l'AEFE. Il n'empêche que la première année, on a été assez surpris de voir le directeur arriver à Madrid. Et à l'époque, c'était un directeur, et donc c'est Monsieur Negrel qui était son numéro 2, qui est venu à Madrid. Donc on s'est dit, ah bon, c'est comme quoi on n'était peut-être pas si ignoré que ça. Et quand on ne l'a pas fait, parce qu'à un moment donné, on s'est dit, on a envie de se retrouver entre nous, ça nous a été un peu reproché. Donc ça, c'est quelque chose que je souhaite partager aussi avec vous. Vous devez intégrer... D'avoir le côté un peu institutionnel aussi, un volet institutionnel à la réunion. C'est-à-dire que je comprends quand vous me dites, oui, on peut se retrouver entre nous, ne les ignorez pas. Intégrez-les dans ce regroupement. Ça guide aussi un peu le choix du lieu, finalement. Parce que pour nous, ça serait Stockholm, par exemple, où il y a l'Institut français. C'est ce que je disais lors du premier épisode. La première année, faites en sorte que ce soit... ça peut être sympa de se retrouver à la montagne ou à la campagne, mais ce n'est pas le but. Donc, essayez d'être le plus proche possible de votre poste diplomatique pour que ce soit facile pour eux de venir. Sachez aussi que si vous invitez Paris, ils ne vont pas venir à votre réunion juste pour venir à votre réunion. Ils vont aller voir un lycée français, ils vont en profiter pour faire une balade, etc. Donc, facilitez-leur la tâche. Soyez inclusifs et généreux comme on sait si bien le faire dans le Flamme. Et donc, du coup, quelque part, on rend les choses simples et on fait en sorte que
Nous, je sais que M. Négrel, du coup, avait accepté de venir parce que, du coup, il était au lycée français de Madrid, il était à l'Alliance, il a fait son petit tour un peu partout, et du coup, c'était simple parce qu'en plus, on l'a fait au consulat. Donc, tout était mis en place, on va dire, pour qu'il y ait un étage à descendre pour assister à notre réunion. Et tous les ans, c'est la même chose. Si on ne le fait pas dans un lycée français, c'est fait au consulat, etc., etc. Donc voilà, mais vous devez... Et d'ailleurs, si jamais vous ne le faites pas, vous allez recevoir un courrier qui dit qu'il est prévu que le directeur ou la directrice, du coup, cette année de la UFE soit invité. Enfin, vous allez avoir un retour en ce sens, hein, c'est presque sûr. Donc, prenez les devants et intégrez un temps institutionnel dans votre organisation. Et puis, c'est aussi important, je dirais, parce que quand on est une grande association ou finalement un responsable associatif où on sait faire, bah, c'est facile. Mais tout le monde ne sait pas faire. Tout le monde n'a pas, on va dire, cette habilité pour les réseaux, pour etc. Et donc, finalement, nous, la façon dont ça a été pensé quand on l'a organisé sur la péninsule ibérique, c'est que ça a permis à toutes les toutes petites associations qui étaient reculées en Andalousie ou à Porto, etc., pas sur des, on va dire, qui se trouvaient pas forcément dans des centres stratégiques, eh ben, d'avoir accès à ces institutionnels ou aux élus locaux et de les inviter en fait, à venir sur le terrain et à rencontrer ces associations un peu plus tard. Mais vraiment intégrer cette réunion ou alors invitez-les à participer, mais c'est compliqué parce qu'ils vont vouloir prendre la parole. C'est intimidant quand même, Stéphanie. Ouais. Je veux dire, nous, étant des petites associations, on ne travaille pas forcément avec les institutions, on n'a pas cette expérience non plus politique, etc. Donc, je trouve que c'est assez intimidant quand même de le faire. Mais comme tu dis, il faut peut-être se forcer. Là, il faut vraiment se lancer. Il faut vraiment se lancer. Ouais. Parce que finalement, nous, on se plaint constamment finalement qu'on ne soit pas assez considéré, mais c'est aussi parce qu'on ne se montre pas assez. Donc là, il faut vraiment, après tout, donc ok, on est des associations, société civile, etc. Mais on est soutenu par ce programme officiel qui s'appelle Flamme et qui relève donc de l'administration française, du ministère. Donc, on a une légitimité également à leur faire savoir ce qu'on fait, à se faire connaître et puis finalement à demander leur soutien. Parce que c'est l'objectif. Finalement de cette visibilité, c'est d'avoir plus de soutien. Et plus nous, on avance aussi dans le travail avec les fédérations, avec la Fédération flamande aussi, et plus on se rend compte à quel point c'est important, parce que plus on se rend compte à quel point ils sont très loin de notre réalité. Et c'est à nous de leur montrer qui on est et ce qu'on fait, et pourquoi c'est important. En fait, hein. Notamment tous les consulats, même les consulats qui ne sont pas forcément des consulats rattachés aux ambassades, quoi, qui sont dans des circonscriptions consulaires, bien souvent, ils ne se rendent pas compte parce qu'ils ne sont pas sensibilisés, mais il faut leur dire, vous savez, ce sont des enfants français. Or, les consuls, l'administration consulaire, c'est pour les Français. Les établissements AEFE dont on parle autant, ils ont 2/3 d'étrangers. C'est vrai. Hein? Et ça, il faut le leur rappeler, leur dire, c'est de leur responsabilité finalement aussi de soutenir quelque chose qui est fait pour les Français. Donc, il ne faut pas hésiter, il faut perdre cette timidité. Après, en plus, finalement, vous l'avez vu aussi à la rencontre mondiale, quand on les rencontre, ce sont des êtres humains comme nous, hein, derrière cette administration. Se cachent en général des personnes qui, pour la plupart, sont très bienveillantes et sympathiques. Donc, il y a des exceptions. Hein. Je ne cache pas. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt bien et on rajoute un petit peu de l'humain à tout ça. Et donc, ce genre de rencontre, qu'on appelle ça regroupement, rassemblement, etc., peut servir à ça, de se faire connaître humainement aussi et de faire leur... Ouais. Mais ce qui peut être intéressant aussi dans une rencontre, c'est de dire justement que d'abord, sur une première journée, on fait ce travail d'apprendre à se connaître entre nous et de faire ce travail de présentation que l'on peut ensuite distiller
pour le présenter aux institutions et aux administrations. Donc, on a déjà fait ce pré-travail en fait ensemble pour se donner un peu plus confiance, pour ensuite, sur la 2e ou 3e journée, le présenter aux institutions. Ça peut être pas mal. Exactement. Tout à fait. L'idée, c'est pas forcément de les inviter dès la première heure. Hein. Ouais. Je pense aussi Ouais. Nous, d'ailleurs, on le fait comme ça, c'est-à-dire qu'en même temps, on va présenter un bilan parce que on va montrer. Alors, donc je reprends sur la rencontre institutionnelle, on présente le bilan de nos associations et à la fin, on fait un bilan commun. Qu'a-t-on décidé de faire ensemble ? Donc, on va montrer en fait que cette rencontre a été bénéfique pour X raisons. Ça, c'est super important. Et ensuite, Ania, je voulais préciser, quand c'est Barcelone qui a pris la responsabilité d'organiser la rencontre sur la péninsule ibérique, moi, qui me sentais un peu plus à l'aise avec les institutions, j'ai gardé ce rôle. Donc, au sein des associations qui sont présentes en Suède, éventuellement, pose la question, est-ce qu'il y en a qui sont peut-être plus à l'aise ou il y a un partage de tâches. Ouais. Il y en a peut-être qui sont éventuellement plus à l'aise sur ce sujet-là, et puis d'autres qui vont se sentir plus à l'aise sur d'autres sur l'organisationnel, d'autres en bac. Enfin, ça dépend un peu. Donc là-dessus, il faut compter les uns sur les autres pour justement se soutenir et faire les choses ensemble. Ouais. Voilà. J'ai connu des institutions aussi. Parce que ceux qui sont sur place à Stockholm, ils sont forcément un peu plus visibles que les autres qui sont dans les... Ouais. Ben voilà, exactement. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous avez des questions, du coup, sur... Ah oui, non, si, Cécile, qu'est-ce qui se prépare alors? Si tu veux bien nous partager un petit peu... Pour le moment, très honnêtement, j'en suis nulle part, mais je suis hyper motivée. Donc, pour mettre en place tout ça, c'est vrai que j'attendais aussi les 2 webinaires pour pas m'éparpiller et faire des tâches inutiles. Voilà. Donc, moi, là, j'ai bien compris. Donc, pendant les fêtes, voilà, je vais essayer de préparer un petit sondage, contacter les pays, puisque nous, pour la Hongrie, on est seul. Hein. Donc, il y a une association flamme à Budapest. Moi, je suis la seule salariée de l'asso. Donc, c'est vrai que j'ai aussi toutes les tâches autres. Ça, c'est vraiment le projet annexe. C'est pas pour lui donner un côté réducteur, mais je veux dire, si j'avais que ça à faire, ce serait formidable. Donc voilà, l'objectif, c'est de prendre contact avec les voisins. On l'avait déjà un peu fait en octobre, là, lors des rencontres mondiales. Donc il faut que j'arrive à formaliser tout ça, préparer avec ma présidente donc le dossier pour espérer faire ça en novembre. A priori, combien d'associations ou de pays peuvent être, d'associations peuvent être concernées? Moi, je dirais 7 ou 8, hein, les pays alentours autour de la Hongrie, hein, donc Croatie, l'Autriche, la Tchéquie, la Slovaquie. À ma connaissance, il n'y a pas d'association flamme. Alors peut-être qu'il y en a, mais je crois qu'il n'y a rien du tout, mais il faut que je vérifie. On a eu un très bon contact avec la Grèce. Donc c'est pays alentours et un peu. Donc voilà. Mais ça pourrait être Roumanie aussi, il faut que je vois. Et la Pologne. Ouais, exactement. Ouais. Qui n'est pas proche de nous, mais qu'on veut essayer de raccrocher. Et il y a quelqu'un, Stéphanie et moi, on a eu le contact avec quelqu'un qui voudrait créer une flamme en Pologne. Donc, d'accord. Établir le contact. Ça montre qu'il faut vraiment qu'on reste en contact aussi tous ensemble pour ces histoires de regroupement, parce qu'on peut effectivement identifier dans un endroit ou un autre des personnes qui pourraient être intéressées. Exactement. Et d'ailleurs, j'allais vous demander si dans l'organisation ou la captation, entre guillemets, des associations pour faire partie de ce regroupement, vous en avez qui ne connaissent pas la fédération, n'hésitez pas à les renvoyer vers nous pour avoir un échange, un entretien avec eux et puis mieux les connaître, un petit peu sur le modèle des entretiens que j'ai eu avec chacune d'entre vous, essayer de justement peut-être élargir notre réseau. Donc tout ça, c'est super important puisque nous, fondamentalement, ce qu'on a compris, en tout cas au niveau ibérique, c'est que notre importance, elle était aussi sur le relais local vers
une fédération à portée plus importante. Et ça, je vous assure que c'est crucial et important. Vous pouvez nous faire remonter des informations qu'on ne voit pas parce que vous êtes sur le terrain, vous êtes proche justement de ce réseau. Vous allez, celui en tout cas, l'association qui va porter ce projet, et si vous avez envie d'aller plus loin, c'est-à-dire de réitérer éventuellement ce modèle chaque année et de créer vraiment une force au quotidien, vous allez devenir aussi un soutien pour ce réseau local. Et ça, c'est très, très important. Il y a vraiment eu un avant et un après. Aujourd'hui, moi, je suis impressionnée par ce qui est devenu le réseau Flamme. C'est dingue par rapport à ce que c'était avant, en tout cas. Et je trouve qu'aujourd'hui, devenir Flamme, c'est tellement plus facile, tellement plus sympathique. Et vraiment, je souhaite en tout cas Oui. Ouais, une question. Est-ce que par rapport à ça, à la répétition de la demande de subventions pour les regroupements régionaux, est-ce qu'il y a ce critère de renouvellement des objectifs, etc., comme la demande de projet, par exemple? Est-ce qu'on peut répéter les mêmes objectifs et les mêmes... tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Mais alors là, je dirais que dans l'absolu, oui, tout à fait. Mais tu verras qu'au fur et à mesure, Les besoins évoluent. il y a quelque chose qui va naître de ces rencontres et l'évolution va devenir tellement évidente. Les partages, les liens vont tellement, je dirais, devenir étroits qu'il y a forcément des besoins qui vont à chaque fois devenir évidents. Et donc, d'une année sur l'autre, je crois qu'au fur et à mesure, vous allez comprendre le potentiel d'une rencontre comme celle-ci. Et il y aura forcément une évolution qui va se faire au niveau des objectifs. Alors oui, on peut les réitérer évidemment, mais ne serait-ce que quand vous allez obtenir les premiers comptes rendus d'une première rencontre, vous allez voir le potentiel de l'année 2, de l'année 3, etc. On était, nous, partis sur quelque chose de tout petit et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme le disait Priscilla et comme on le pense tous au niveau local, on démarrerait difficilement une année sans notre rassemblement aujourd'hui. Véritablement. Pour nous, c'est du boost, c'est de l'énergie, c'est vraiment du care, c'est tout un tas d'éléments et de notions positives à partager qu'on ne pourrait plus s'en défaire. Et donc, chaque année, en fait, on a des nouveaux objectifs et on a une partie pour nos profs, on a une partie pour les responsables pédagogiques. Souvent, on est les mêmes. Donc, bon, en même temps, on partage les mêmes besoins, les mêmes envies. Mais c'est vrai que là-dessus, il ne faut vraiment pas hésiter à être attentif à de possibles évolutions sur ces objectifs. Ok. Voilà. Très bien. C'est donc la fin de notre webinaire. Encore une fois, j'insiste, au moment où vous allez constituer ce dossier, où vous aurez plus, on va dire, une idée beaucoup plus claire de ce que vous souhaitez organiser, je suis prêt à intervenir dans vos premières réunions de groupe entre associations pour répondre à vos questions. Même si vous avez besoin d'un médiateur éventuellement, il ne faut surtout pas hésiter. Je peux être là pour écouter et pour partager, on va dire, l'expérience. Aussi bien moi que n'importe quel, d'ailleurs, responsable associatif du réseau ibérique. Mais n'hésitez surtout pas à me solliciter pour l'organisation du dossier ou ne serait-ce que pour revoir éventuellement le budget ou les formations que vous allez proposer, juste pour avoir un œil et pour, si ça peut en tout cas vous rassurer, ou pour la partie organisation d'une rencontre institutionnelle. Donc, à votre entière disponibilité pour toutes ces parties-là. Ça a été un plaisir en tout cas de partager ces deux temps avec vous. Et puis j'espère pour nous, c'était très utile. Un grand merci.
Génial. En fonction des besoins et en fonction donc des projets de regroupement qui vont se mettre en place, on pourrait organiser de temps en temps une petite réunion justement comme ça d'échange, où est-ce qu'on a des problèmes, où est-ce qu'on bloque, qu'est-ce qu'on a comme idée, etc. pour fluidifier un petit peu tout ça et s'aider les uns les autres en fait. Et puis aussi, s'échanger s'échanger des ressources aussi, si on a des formations, des formateurs qui sont intéressants. On va peut-être inviter Cécile à venir faire une formation en Suède. J'ose pas proposer un autre groupe WhatsApp, mais bon, on limite. Hein. J'osais pas non plus, mais on verra. C'est quand même ce qui reste le plus pratique avec les outils collaboratifs, les Google Drive, etc., pour travailler ensemble. Il n'y a pas. Effectivement, ouais. Non, mais bon, si vous en ressentez le besoin, en tout cas, n'hésitez pas. On peut créer un groupe spécial regroupement régional et puis échanger effectivement précisément sur ces sujets-là. Ouais. Mais bon, voilà. Donc, on verra en fonction de ce qui se met en place. Exactement. Et surtout, tenez-moi au courant de ce que vous décidez d'organiser, si vous décidez de vous lancer cette année-là. Et puis voilà. Si on ne se revoit pas, je vous souhaite en tout cas de très bonnes fêtes. Ça s'approche, hein. Pareillement. C'est dodo, donc c'est bientôt. Ça s'approche dangereusement. Et puis, je vous dis à très bientôt, surtout. Merci, bonne fête. Merci à vous. Merci à tout le monde. Bonne fête. À très bientôt. À bientôt.